Comme je l'ai annoncé hier sur mon compte Facebook, nous allons parler aujourd'hui du changement, c'est-à-dire que de l'alternance au Cameroun. L'alternance au Cameroun est-elle possible par les urnes et dans la paix, ou alors par la rue et les armes? C'est de cela qu'il sera question au cours de ce live show sur YouTube. Jaguar Wanki me suggère qu'on commence tout de suite. Et bien, c'est ce que je vais faire. Alors, si j'ai choisi de faire ce show YouTube, c'est tout simplement parce que j'ai observé sur la toile, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, qu'au sein de la brigade anti-Sardina, qui est une organisation représentative de la diaspora camerounaise résistante, j'ai constaté qu'au sein de cette organisation, l'on ne s'accorde pas sur la méthode à employer pour faire tomber le régime de M. Paul Biya. Il y en a qui estiment que voilà, il faut commencer à préparer la résistance armée parce que le changement par les urnes n'est absolument pas possible au regard du contexte politique actuel au Cameroun. Il y a un autre courant qui estime que voilà, qui se range derrière l'option politique de Maurice Kamto, à savoir le changement dans la paix et par les urnes. Alors, ce live show a pour but de trancher entre les deux courants qui s'affrontent au sein de la brigade anti-Sardina. Mesdames et messieurs, vous-même, vous connaissez ma position là-dessus. Vous connaissez ma position concernant l'alternance au Cameroun. De mon point de vue, le seul changement possible au Cameroun en ce moment, c'est-à-dire que le seul moyen de faire tomber le régime de Biya et son club Essingan, qui dirige le Cameroun depuis le 6 novembre 1982. Il n'y a que deux, c'est-à-dire qu'il n'y a que deux moyens pour faire tomber ces gens. Soit le soulèvement populaire, un peu comme ce qu'on a vécu en Tunisie, en Égypte, au Soudan, au Burkina Faso, soit c'est la résistance armée. Ça, c'est mon point de vue. Parce que d'après ce que je pense, aucune alternance n'est possible au Cameroun par les urnes, et ce depuis la fin des années 1950. Mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on revienne sur la période d'avant les indépendances de la République du Cameroun, c'est-à-dire que le Cameroun, l'ex-Cameroun oriental, dirigé par, sous mandat de l'ONU, dirigé par la France. Vous êtes conscient que les toutes premières élections au Cameroun, c'est-à-dire que les élections législatives, ont eu lieu le 23 décembre 1956. Et ces élections avaient été boycottées par l'UPC, c'est-à-dire que l'Union des populations du Cameroun, c'est-à-dire que l'âme immortelle du peuple camerounais, c'est-à-dire que le porte-flambeau de la lutte d'indépendance du peuple camerounais. L'UPC avait boycotté ces élections. Pourquoi? Parce que ce parti indépendantiste avait flairé le fait que la France, qui en fait était l'organisatrice des élections législatives du 23 décembre 1956, était en train de vouloir préparer une élite, les élites locales, à être aptes à conserver ses intérêts dans son empire colonial après les indépendances, entre guillemets, parce qu'il ne s'agissait pas des indépendances à proprement parler. Il s'agissait d'indépendances factices à l'issue desquelles la France partait pour mieux rester
en Afrique et continuer à faire même basse sur les ressources du sol et du sous-sol des pays de son précaré. En effet, les élections législatives du 23 décembre 1956 ont été organisées par la France à la faveur d'une loi cadre appelée la loi Gaston Defferre. La loi Gaston Defferre avait été votée par le Parlement français le 23 juin 2056. Et cette loi prescrivait que les pays qui font partie de l'empire colonial français fassent l'expérience d'élection, c'est-à-dire qu'il était question d'accorder une autonomie à ces pays-là de manière à ce qu'elles puissent disposer d'eux-mêmes, ces pays-là. Bon, ça c'est le côté officiel de la loi. Mais en réalité, l'objectif de la loi Gaston Defferre était de préparer cette élite africaine fantoche qui allait être formatée à conserver les intérêts de la France dans les pays du précaré français, malgré les indépendances proclamées. Donc, depuis 1956 jusqu'à ce jour, aucun chef d'État, c'est-à-dire que personne ne peut accéder à la magistrature suprême au Cameroun sans l'aval de la France. Il faut que vous le reteniez une bonne fois pour toutes. Aucun homme politique au Cameroun ne peut accéder à la magistrature suprême à l'issue des élections sans l'appui de la France. Parce que les élections au Cameroun, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, depuis le 23 décembre 1956, sont organisées par la France au Cameroun. C'est de cela qu'il est question. Alors, après les élections législatives du 23 décembre 1956, auxquelles ont participé des partis tels que l'Union camerounaise d'Amadou Ahidjo, tels que le Bloc démocratique du Cameroun d'André Marine-Bila. C'est ce dernier qui a été investi comme Premier ministre du Cameroun. Mais sauf que, au fil du temps, André Marine-Bila s'est avéré c'est-à-dire que les Français se sont rendus compte qu'André Marine-Bila était en train de poser des actes qui allaient à l'encontre de leurs intérêts. Bon, vous savez, avec les étones et leurs 15 minutes de folie, vraiment, c'est des gens extrêmement imprévisibles. Voilà pourquoi, pour renverser André Marine-Bila, les Français ont dû recourir à Amadou Ahidjo. Donc, Jean Ramadier, qui était le haut-commissaire de la France au Cameroun, a orchestré un coup d'État contre André Marine-Bila. C'est-à-dire qu'à l'époque, Amadou Ahidjo était vice-premier ministre et puis ministre de l'Intérieur. Bon, les Français ont donc dit à Ahidjo que, écoute, dis à tes frères du Nord qui sont dans le gouvernement et au Parlement de démissionner. Ainsi, André Marine-Bila va être fragilisé et c'est comme ça qu'il va être contraint à la démission. Voilà donc comment André Marine-Bila a été renversé au profit d'Amadou Ahidjo, qui a été investi Premier ministre en février 1958. Et c'est Jean Ramadier qui tirait les ficelles de cette révolution de palais, si je puis ainsi l'appeler. Alors, c'est juste pour vous expliquer que depuis toujours, depuis les années
pré-indépendance et même post-indépendance, les élections au Cameroun ne servent pratiquement à rien. Les élections au Cameroun, malgré l'indépendance que l'on proclame à eux et à Dia, sont contrôlées par la France. Parce que la France aimerait garder à la tête des pays de son précaré des élites politiques, des chefs d'État qui sont à même de lui obéir, cette France-là, au doigt et à l'œil, et de préserver les intérêts de cette France dans ces pays de son précaré. C'est de cela qu'il est question. Autre fait qui m'amène à douter de ce que les élections puissent faire partir Paul Biya du pouvoir, ce sont les années 1992. Mesdames et messieurs, ce que je tiens à vous dire, c'est que si Paul Biya est encore au pouvoir aujourd'hui, c'est grâce à la France, c'est grâce à la compagnie pétrolière Elf. Parce que comme vous le savez, Paul Biya a perdu les élections au Cameroun en octobre 1992, à l'issue de la présidentielle d'octobre 1992. Tout le monde sait que c'est John Frunzi du SDF qui avait remporté la présidentielle d'octobre 1992. Mais qui a permis à Paul Biya de se maintenir au pouvoir? C'est la compagnie pétrolière Elf. C'est la compagnie pétrolière Elf. Puisque à l'époque, il y avait des villes mortes. Au début des années 90, plus précisément à partir du mois d'avril 1991, il y avait des villes mortes et tout, décrétées par certains partis de l'opposition et les organisations de la société civile. Et au cours de ces villes mortes-là, la France a senti que ses intérêts étaient menacés. Voilà pourquoi, à l'époque, François Mitterrand a appelé Paul Biya pour dire que, pardon, comme tu vois là, les intérêts de mon pays sont en train d'être menacés chez toi à cause de cette histoire des villes mortes qui ne cesse de se rallonger. Donc, s'il te plaît, essaie de me régler ce problème-là au plus vite. Voilà pourquoi il s'est tenu au Palais des Congrès de Yaoundé. C'était en octobre, je crois, en octobre 2021. La fameuse tripartite. Et au cours de cette tripartite-là, c'est-à-dire que c'est au cours de cette tripartite-là que Paul Biya a réussi à sauver la face. C'est au cours de cette tripartite que l'opposition, du moins ce qui tenait lieu d'opposition à l'époque, a signé son arrêt de mort au cours de cette tripartite. Voilà donc comment Paul Biya a réussi à sauver son pouvoir. Parce qu'à travers cette tripartite qui était dirigée par Sadou Ayatou, le premier ministre du Cameroun à l'époque, parce que c'est lui que Biya a mandaté pour aller présider les travaux. Alors, les résolutions qui ont découlé de cette tripartite on va dire, ont réussi à entourlouper l'opposition, puisque le pouvoir avait fait la promesse de limiter les mandats à 2, de réviser le code électoral, donc la loi électorale, etc., etc. Bref, un certain nombre de réformes avaient été annoncées à l'issue de ces travaux. Or, aucune résolution, c'est-à-dire qu'aucun point de cette résolution-là, c'est-à-dire qu'aucune résolution issue de la tripartite d'octobre 1991 n'a été respectée. Aucune. Donc, quand les gens viennent dire que oui, vraiment, le changement dans la paix, les machins, attends un peu. Vous avez en face un Paul Biya et son club des Essingans, qui sont des roublards, qui passent le temps à rouler les Camerounais dans la farine. Et là, vous venez leur dire que non, vous voulez le changement dans la paix.
Vous voulez le changement dans la paix et par les urnes avec des gens qui n'y croient même pas du tout. La tripartite de 91, là, c'était pour tromper, rouler l'opposition dans la farine, lui faire un certain nombre de promesses mirobolantes. Et les leaders de l'opposition qui ont pris part à cette histoire sont aussi tombés dans le panneau. Ils sont tombés dans le panneau. Et voilà donc comment Paul Biya a réussi à sauver la face. Et je tiens à vous dire que si ni John Fronzi, parce qu'à l'époque, les membres du club Essingan et leur chien fou au sein du RDPC étaient en train d'accuser la CIA, que les services secrets américains, d'être derrière Ni John Fronzi. Et si Ni John Fronzi avait été investi comme président de la République du Cameroun en 1992, vous savez ce qui se serait passé? Les Français avaient envoyé un agent de ce qui s'appelait à l'époque la SDES et qui est aujourd'hui la DGSE française, c'est-à-dire que les services secrets français, à savoir Paul Baril. Donc le génocide que vous avez, que vous connaissez là, qui s'est passé au Rwanda là, d'avril à juillet 1994. En fait, c'est au Cameroun que ça avait été programmé. Parce qu'il n'était pas question qu'un anglophone soit élu président de la République du Cameroun en 1992. Les Français n'étaient pas prêts à l'accepter. Voilà pourquoi ils ont mis en mission Paul Baril. Et Paul Baril devait former au Cameroun, parce que Paul Baril, c'était un gendarme français qui a travaillé au sein des services secrets français. Paul Baril était en charge de former des milices, un peu comme les Interahamwe au Rwanda. Il devait former des milices Beti, les Nkulnam, les cafés, les machins et tout, et tout, et tout, et tout. Et ces milices-là devaient lancer un génocide contre les anglophones et les Bamileke. C'est pour vous dire donc que, malgré le fait que, c'est-à-dire que même si un opposant au Cameroun venait à gagner les élections par les urnes, est-ce qu'il sera adoubé par la France? Est-ce qu'il sera adoubé par la France? S'il n'est pas adoubé par la France fera tout pour le dégommer. Ça, c'est clair, c'est automatique. Il n'y a rien à faire. Voilà pourquoi j'estime que pour moi, il faut une révolution copernicienne au Cameroun. Il faut que les populations se soulèvent pour faire tomber. Parce que c'est tout un système, hein. Ce n'est pas seulement les Essingans qui sont là. C'est-à-dire que le lobby pouvoiriste Petit Boulot qui contrôle l'essentiel de l'appareil de l'État depuis le 6 novembre 1982. Voilà. Quelqu'un me rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes le 6 novembre. Voilà. C'est l'occasion justement d'en parler. Ça fait 39 ans qu'ils sont là, ces Essingans. Voilà. Merci à M. Douala de me l'avoir rappelé. Donc, comme je le disais tantôt, pour moi, humble journaliste et leader d'opinion que je suis, les élections là, hein, l'alternance à la tête au sommet de l'État, à travers les urnes, c'est pas possible au Cameroun. C'est pas possible, à moins que l'opposant qui gagnera les élections bénéficierait, c'est-à-dire que si un opposant venait à gagner les élections au Cameroun, c'est que forcément, il a le soutien de la France. Ça, il n'y a rien à faire. Parce que la France continue à faire même bas sur le Cameroun. Ça, il n'y a rien à dire. Bon, nous traversons donc la période de 1992. Nous tombons sur c'est-à-dire que sur le système électoral actuel. Est-ce que le système électoral actuel permet à un leader de l'opposition de gagner les élections au Cameroun? La réponse est non.
La réponse, c'est non. Vous tous, vous savez que Elections Cameroun, le Conseil constitutionnel, ce sont des institutions qui sont taillées à la mesure du pouvoir en place. Ça, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que ce sont des institutions qui sont taillées à la mesure du pouvoir en place. Voilà pourquoi, et je vais dire un truc concernant l'option politique de Maurice Kamto. Cette option, je la partage, mais à 80%. Je la partage, mais à 80%. Parce que de tout ce que le Cameroun a connu comme leader de l'opposition au Cameroun, Kamto est le plus crédible. Kamto est le plus crédible. Kamto est le plus à même de mettre le pouvoir Biya en difficulté. La preuve, quand vous voyez des activistes sur les réseaux sociaux passer leur temps à s'attaquer à Maurice Kamto, à s'attaquer au Bamileke, qui est la tribu de Maurice Kamto, ça veut dire qu'il représente... Maurice Kamto est une bête politique. Maurice Kamto est une bête politique pour le régime de Yaoundé. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il a un carnet d'adresses à l'international extrêmement fourni, enseignant de droit, parmi les plus brillants de sa génération dans toute l'Afrique. Parce que s'il y a 2 spécialistes du droit en Afrique, ou 3, s'il y en a 3, Maurice Kamto en fait partie. Et en plus de cela, il est un avocat international. Et cela suppose un carnet d'adresses au niveau international assez fourni. Et c'est justement cela qui fait peur aux Essingans. Excusez-moi, c'est vrai, je vais parler du régime des Biya, etc., etc. Mais je vais mettre l'accent, un accent particulier. Je vais mettre l'emphase sur les Essingans. Ils sont toujours là, hein, jusqu'à aujourd'hui. Ils sont là. Ils sont toujours aux commandes. Ils sont là. Bon, Maurice Kamto leur fait donc peur. Et le MRC, c'est-à-dire que le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, est également le parti le mieux implanté sur tout le territoire national. Dans tous les départements, dans tous les arrondissements, vous trouverez au moins une fédération du MRC. Vous trouverez au moins une fédération du MRC. C'est ça qui fait donc peur aux Essingans. Mais il y a une chose que je ne partage pas chez Maurice Kamto. C'est que quand Maurice Kamto pose souvent des actes, la question que je me pose c'est de savoir, mais qui sont même les conseillers politiques de Maurice Kamto? Qui sont ces conseillers politiques? Pourquoi je me pose cette question? Lorsque c'était au mois de mars, avril, bon, je ne me rappelle plus bien, Maurice Kamto s'est réuni avec des leaders de l'opposition à la montée en rouge, au siège de l'UDC. Alors, il était question de préparer un draft comportant des propositions de modification du code électoral. J'ai dit, mais tiens, c'est pas possible. Qu'est-ce que Maurice Kamto fait dans ces histoires? Il ne devrait pas se retrouver là. Parce que c'est antinomique de la ligne, c'est-à-dire que de la ligne politique qu'il prônait à l'époque, c'est-à-dire que la résistance, parce qu'il est clair que à l'issue de la présidentielle de 2018, il a engagé une résistance au cours de laquelle il était question de revendiquer sa victoire qui a été volée. Alors, tu ne peux pas revendiquer une victoire qu'on t'a volée à des gens, mais tu te bats pour faire des propositions à des personnes que tu estimes illégitimes, c'est-à-dire que des propositions de modification du code électoral. Moi, c'est-à-dire que
ça m'a posé un énorme problème. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et sur le plan politique, ça risque de jouer sur lui, sur sa carrière politique. Parce que tu ne peux pas dire, voilà, je résiste au pouvoir de Biya qui a volé mes voix à l'issue de la présidentielle de 2018. Donc, ça veut dire que tu estimes que ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire que celui qui est au pouvoir, à savoir Paul Biya, et toute l'administration qui émane de lui est illégitime. C'est-à-dire que ça veut dire que si tu estimes que Paul Biya est illégitime depuis la présidentielle de 2018, ça veut dire que forcément les députés et les sénateurs qui ont été, qui sont son émanation, parce qu'il s'agit de son parti, sont eux aussi illégitimes. C'est de cela qu'il est question, parce que il a fallu que Paul Biya convoque le corps électoral pour que les législatives se tiennent en février 2020. Donc, si Maurice Kamto estime que Paul Biya est illégitime parce qu'il a volé ces élections, ça veut tout simplement dire que les députés qui ont été élus à l'issue d'élections législatives dont le corps électoral a été convoqué par l'illégitime Paul Biya sont aussi illégitimes. Alors, tu ne peux donc pas te retrouver avec des opposants. Tu dis que voilà, tu veux apporter un certain nombre de propositions de révision du code électoral. Quand vous aurez donc fini de réfléchir sur ce qui a modifié au sein dans le code électoral, à qui est-ce que vous allez transmettre les travaux? C'est-à-dire que le rapport final, à qui est-ce que vous allez transmettre ça? À un gouvernement qui est illégitime? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'allez quand même pas transmettre le rapport à des gens dont vous estimez qu'ils sont illégitimes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et en plus, tu te retrouves avec les Cabral Libi, avec les Joshua aussi, dont les positions sur certains sujets brûlants de l'actualité se rapprochent davantage de celles du pouvoir en place. Tu te retrouves avec des gens comme ça, là. Tu seras mis en minorité. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parmi tous les leaders de l'opposition, en dehors de Maurice Kamto, reste là. Il représente quoi? Rien du tout. Alors le fait de te retrouver avec des gens comme ça, là, tu seras en minorité. Ça, il n'y a rien à faire. Voilà pourquoi moi j'estime donc que en l'état actuel du système électoral, aucune alternance par les urnes et dans la paix n'est possible, vraiment excluée. Quand vous prenez par exemple Elections Cameroun, Elections Cameroun a été créé par un décret, par une loi de 2006, je crois, du 29 décembre 2006. Et le décret d'organisation et du fonctionnement d'Elections Cameroun a été signé par Paul Biya le 29 décembre 2018. Vous savez, ces gens, ces Essingans qui sont au pouvoir, là, leur sport favori, c'est de rouler les Camerounais dans la farine, rouler l'opposition dans la farine, rouler la société civile dans la farine. C'est ça leur sport favori. Bon, ils ont donc fini de confectionner Elections Cameroun. Je me rappelle à l'époque, j'étais encore en fac à l'université de Soie. Je voyais comment les barons du RDPC là ont investi les plateaux des radios privées là, Radio Siantou, Magic FM à Yaoundé. Bon, comme moi je louais une chambre à Soie, je suivais tous ces débats là. Que non, vraiment, c'est-à-dire que Elections Cameroun sera une institution indépendante
du pouvoir en place. Vraiment, c'est une révolution. On n'avait jamais vécu cela. Oh, blablabla, blablabla. Alors que avant Elections Cameroun, on venait, on venait d'en finir avec la période ONEL. ONEL 1, ONEL 2. C'est-à-dire que c'est avant Elections Cameroun, c'est l'Organisation nationale des élections, je crois que c'était ça, qui était en charge juste d'observer les élections. Il n'avait pratiquement aucun pouvoir. Or, avec Elections Cameroun, c'est-à-dire que en l'état des textes organisant le fonctionnement d'Elections Cameroun à l'époque, vraiment, il n'y avait pas mieux. C'est-à-dire que dans l'histoire des élections au Cameroun, il n'y avait pas mieux. Mais à quoi est-ce qu'on a assisté? Après l'entrée en fonction d'Elections Cameroun, parce qu'il y a le président, le directeur général et puis les membres qui ont été nommés. Et je me souviens, le tout premier président ou directeur général, je ne me rappelle plus très bien, je crois que c'était le président, le tout premier président d'Elections Cameroun s'appelait Samuel Fonkam Azou. Et au moment où il est nommé président de Elections Cameroun, il est secrétaire général à l'Assemblée nationale. Et juste après la nomination de Samuel Fonkam Azou, il y a un scandale qui a éclaté. À l'époque, les journaux tels que Le Messager, La Nouvelle Expression avaient révélé que Fonkam Azou était empêtré dans un réseau de trafic dans un réseau d'immigration clandestine dont il faisait voyager de manière illégale, bien sûr, des étudiants et tout contre de l'argent, un truc de ce genre. Voilà donc le tout premier discrédit qui a été jeté sur Elections Cameroun. Parce que un organisme comme celui-là doit avoir en son sein des personnalités qui sont d'une intégrité irréprochable. Or, vous avez un membre d'Elections Cameroun, et pas n'importe quel membre, le président d'un organe en charge de manière tout à fait indépendante de surveiller, de veiller à ce que le processus électoral se passe dans la transparence, mais qui est empêtré dans une histoire, dans des trafics bizarres, qui est empêtré dans des histoires d'immigration clandestine et tout ça là. Le discrédit a été jeté sur Elections Cameroun dès sa création. Elections Cameroun. Est-ce qu'avec Elections Cameroun, il est possible de battre Paul Biya à une élection présidentielle au Cameroun? Est-ce qu'il est possible de battre le RDPC à une élection législative ou sénatoriale ou municipale ou alors régionale au Cameroun? La réponse est non. La réponse, c'est non. Pourquoi je le dis? J'aimerais ensemble que l'on examine certaines dispositions du Code électoral du 19 avril 2012 concernant Elections Cameroun et lesquelles dispositions démontrent à suffire qu'Elections Cameroun ne peut pas, mais alors n'est même pas disposé à être un organe indépendant pouvant garantir une élection libre et transparente avec des résultats incontestables. Je vais prendre l'article 40 du Code électoral du 19 avril 2012. L'article 40 dit, le président de la République, écoutez bien, franchement, et on dit que Elections Cameroun est un organe qui est indépendant du pouvoir en place.
Je vais vous démontrer à quel point les Essingans qui sont au pouvoir là sont des escrocs politiques. Article 40. Le président de la République fixe les rangs protocolaires et privilèges du président, du vice-président, du directeur général de l'ECAM. Vous vous attendez donc, parce que ça veut dire que si le président de la République, par décret présidentiel, est celui-là même qui est en charge de fixer les privilèges et les rangs protocolaires du président, du vice-président, du DG d'Elections Cameroun, vous vous attendez à ce que Elections Cameroun pose des actes ou alors consolide des résultats électoraux qui sont en défaveur de Paul Biya. Non, ils ne peuvent que plaire ils ne peuvent que plaire à leur patron qui leur donne à manger, pour parler plus simplement, comme en, je ne sais pas, Etam Bafia ou alors en Kolongo. Article 41, alinéa 4, écoutez bien. Bon, là, j'ai paraphrasé. Hein. L'article, c'est-à-dire que cette disposition du code électoral fixe les rémunérations mensuelles, les indemnités de session, les frais de mission des membres d'Elections Cameroun. Article 41, alinéa 4. Vous-même, vous voyez Elections Cameroun a proclamé que d'après les tendances qui découlent des élections présidentielles, Maurice Kamto est proclamé vainqueur. Ce n'est même pas possible, les gars. Ce n'est même pas possible. Puisqu'ils sont là, ils vont se battre pour défendre leur pain, le pain que leur donne Paul Biya chaque mois. Et vous voyez un membre d'Elections Cameroun poser des actes qui vont le mettre en porte-à-faux avec celui qui lui donne à manger, à savoir Paul Biya, qui est candidat aux élections présidentielles. Article 43. Le ministère de l'administration territoriale assure la liaison entre l'ECAM et le gouvernement. Pourtant, quand ils ont mis en place Elections Cameroun en 2008, ils ont dit non, non, vraiment, Elections Cameroun sera indépendant. Vraiment, l'administration n'a rien à voir. Ils sont libres, ils sont même financièrement autonomes. C'est le discours que j'entendais à l'époque. J'étais encore en fac. Aujourd'hui, on se rend compte à travers le code électoral de 2012 que le MINAT assure la liaison entre l'ECAM et le gouvernement. Et le même article 43 dit que Elections Cameroun transmet le rapport de ses travaux au gouvernement camerounais. De quelle indépendance d'Elections Cameroun nous parle-t-on? Et il y a même encore une autre disposition, une disposition encore plus grave. C'est l'article 44, alinéas 1 et 2. Les alinéas 1 et 2 de l'article 44 donnent le pouvoir à Paul Biya de dissoudre l'ECAM. Ça veut dire par exemple que si les pressions viennent, je parlais de tout dit, parce que si les Essingans se rendent compte que non, les résultats électoraux qui émanent des bureaux de vote sont en leur défaveur et que Elections Cameroun est décidé de consolider ces résultats tels et de les proclamer, de les transmettre au Conseil constitutionnel tels quels. Et que par exemple, dans la rue, les populations sont décidées que tant que les élections, tant que Elections Cameroun ne publie pas les résultats électoraux tels qu'ils émanent des urnes, allez, on va gâter le coin. Paul Biya peut estimer que si Elections continue dans cette lancée, le pays va prendre feu. Mieux, je dissolve les bêtises. Allez, c'est terminé. L'article 44 du Code électoral donne les pleins pouvoirs, même d'ailleurs, à Paul Biya de dissoudre Elections Cameroun. Puisque
cette disposition dit, en vertu des articles 5 et 8 de la Constitution, et selon les articles 5 et 8 de la Constitution, le président est garant et représente l'État dans tous les actes de la vie publique. Il est le garant de l'indépendance du Cameroun et puis de l'intégrité du territoire. Il est le garant de la sécurité du pays. Il nomme aux emplois civils et militaires, etc., etc. Donc, ça veut dire que Paul Biya, qui est l'hégémon suprême, dispose du droit de vie ou de mort, entre guillemets, d'Elections Cameroun. Alors, que peut-on attendre d'une institution comme celle-là? Qu'elle puisse assurer une élection transparente, qu'elle puisse proclamer des résultats qui seront en faveur de celui qui donne à manger aux membres de cette élection Cameroun-là. Non, 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 ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Alors, après avoir parlé d'élections Cameroun, nous tombons maintenant sur le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, comme vous le savez, tous les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par Paul Biya. C'est vrai que la loi dit que voilà, le bureau de l'Assemblée nationale propose 3 personnes, le bureau de, je crois, du Sénat aussi, 3 personnes, le bureau, je crois, du Conseil supérieur de la magistrature, si je ne me trompe pas, propose 3 personnes. Or, quand vous regardez le Conseil constitutionnel, là, la plupart des membres de ce Conseil constitutionnel sont nommés par Paul Biya. Je me rappelle quand Clément Atangana, qui est le président de cette institution, quand Clément Atangana avait été nommé président du Conseil constitutionnel, c'était en mars 2018, je crois, on a vu comment Clément Atangana a retrouvé sa jeunesse de, je ne sais, de 17 ou 18 ans. On le voyait bondir comme un gamin. Mais il fallait voir comment le pater là était en train de jubiler. Il sautait comme, comme le ballon, comme la balle de tennis. Il jubilait. Wow, 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 wow. Paul Biya a changé ma vie. Parce qu'à l'époque, il broyait du noir là, dans son cabinet d'avocat. Paul Biya l'a donc nommé. C'est-à-dire que rien qu'à travers sa réaction, vous pouviez comprendre que ce type, il ne sera même pas impartial dans ses délibérations, dans ses décisions, dans les décisions qu'il sera amené à prendre. Et autre chose également, c'est que pendant le contentieux électoral de 2018, après les élections présidentielles de 2018, un avocat du MSC avait fait remarquer que l'un des membres du Conseil constitutionnel, c'est un ancien ministre des Mines, là. Il est même originaire de l'Est, Emmanuel Bondé, je crois. C'est-à-dire qu'au moment où il était en train de connaître, lui et les autres membres du Conseil, au moment où il était en train de connaître c'est-à-dire que du contentieux électoral, il était encore membre du comité central du RDPC. Il n'avait jamais rendu sa décision, sa démission du RDPC. C'est comme à Elections Cameroun dont je parlais. Au moment où les tout premiers membres sont nommés au sein d'Elections Cameroun en 2018, certains sont encore membres du RDPC. La plupart étaient des membres du RDPC. Ils n'avaient jamais démissionné. Ils n'ont démissionné que quelques jours après et sous la pression de l'opinion, tant nationale qu'internationale. Donc, vous voyez une institution comme celle-ci, le Conseil constitutionnel, vous vous attendez à quoi? Tous les membres sont nommés par Biya. Il peut faire quoi?
Bon, au regard donc de ce qui précède, aucun changement par la paix, par les urnes et dans la paix n'est possible au Cameroun. Ce que les Camerounais doivent faire, c'est de penser à descendre dans la rue pour chasser ces gens. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire que insurrection populaire, descendre dans la rue. Bon, maintenant, si le pouvoir, comme à son habitude, utilise la force pour réprimer les gens de manière sauvage, de manière barbare, en face, il faudrait également que les populations soient prêtes à recourir à ces mêmes armes-là.